Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on profite des vacances pour se retrouver dans les salles obscures, que ce soit pour découvrir par exemple le nouvel Avatar de James Cameron en 3D au Grand Rex à Paris qui fête ses 90 ans, ou dans les salles des réseaux Pathé, UGC ou MK2, ou encore dans les salles d'art et essai. En France, il y a plus de 5000 salles et plus d'1 million de fauteuils, pourtant elles semblent avoir été abandonnées au profit de nos canapés ou de nos lits où l'on dévore la programmation de plateforme de streaming. Alors qu'est-ce qui pourrait nous remettre sur le chemin des salles de cinéma? Réponse tout de suite avec deux amoureux du 7e art. Bonjour Anne Gourdemarès. Bonjour. Vous êtes responsable des jeunes publics et des appareils à la Fondation Jérôme Sédou Pathé. Oui. Bonjour Bruno Blancard. Bonjour. Vous êtes directeur général du Grand Rex, une salle qui fête ses 90 ans. Exactement. Alors merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, on a un peu, les Français ont un peu déserté le chemin des salles. Est-ce que vous avez déjà une réponse à cette question? Pourquoi on ne va plus au cinéma? Moi on y va, hein, je veux dire, on y va au cinéma. Au Grand Rex, on y va. Bon, on va au Grand Rex, mais on y va beaucoup plus ces derniers temps, parce qu'il y a tout de même, pour aller au cinéma, il faut qu'il y ait des bons films. Et on manquait un peu de bons films, d'accord? Mais Dieu merci, on en a un peu en fin d'année. Et du coup, la fréquentation cinématographique repart. Et l'année prochaine, on aura aussi des très bons films, des Français et des étrangers. Donc on peut s'attendre à une année formidable. Aujourd'hui, on est à moins 20 ou moins 25 ou moins 27% selon les stats de fréquentation par rapport à la comparaison de 2019, qui était l'année record du cinéma. Moi, je pense que... C'était dû à quoi d'ailleurs? Pourquoi en 2019, tout le monde est allé au cinéma? Parce que l'offre était formidable. Et parce que donc l'offre était formidable. On avait tous les blockbusters, on avait Star Wars pour parler des Américains, mais on avait aussi des films français qui avaient fait vraiment des records de fréquentation. Donc, encore une fois, cette année, l'année en cours 2022 a été plutôt, on va dire, un peu triste, un peu terne. Il y a eu deux exceptions. La fin de l'année, il y a Avatar, et puis dans l'intervalle, il y a eu un ou deux films qui ont bien marché. On en parlera peut-être après. Ouais. Mais voilà, 2023, ils vont revenir au cinéma. Ils vont revenir. Anne Gourdemarès, est-ce que vous avez la réponse à cette question? Non, j'ai pas la réponse. C'est vrai qu'on. Est-ce que la pandémie a marqué un pas sur le fait qu'on on s'abonne aux plateformes et qu'on regarde des films, on consomme du film dans son salon? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était en train d'arriver? Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Après, c'est pas la première fois qu'il y a eu des hauts et des bas dans la fréquentation des salles de cinéma. Et tous les 20 ans, le cinéma se réinvente, la salle de cinéma se réinvente, oui. Elle s'est réinventée comment, tiens? Par exemple, dans les années 50, quand la télévision a commencé à équiper les foyers, donc il y a eu une baisse de fréquentation et les salles se sont réinventées, notamment sur la surenchère technique. On a commencé on a inventé le grand écran, l'écran large, où le spectacle cinématographique devenait plus englobant, plus immersif. Il y a eu le son stéréophonique aussi qui est arrivé. Il y a eu une tentative du relief qui était, cette nouvelle manière de voir les films ne pouvait pas rivaliser avec la télévision qui était la petite lucarne dans le salon. On va y revenir, mais je voulais peut-être qu'on parle de programmation. Il y a quelques mois, Jérôme Sédou était invité sur France Inter dans la matinale et il parlait justement, il incriminait plutôt la qualité des films. Si les gens ne vont pas au cinéma, c'est parce que les films ne sont pas bons. Alors déjà, qu'est-ce qui fait un bon film? Et comment on sait qu'un film va être bien avant de l'avoir vu? Bonne question. Non, en fait, c'est vrai qu'encore une fois, la production cinéma dans l'année 2022 était plutôt faiblarde, mais ça s'explique par deux raisons. D'abord, il y a eu la période Covid, et donc les studios de production ont été au ralenti, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc, en fait, n'ont émergé au travers de cette période que des films un peu moyens, des films un peu basiques, qui probablement d'ailleurs étaient pour beaucoup d'entre eux cofinancés par la télévision et destinés en priorité à la télévision. Donc, une année avec des productions moyennes, et c'est vrai que Jérôme Sédou a raison. En fait, ce que les gens attendent, c'est des films exceptionnels. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un film qui va marcher, qui va faire un succès? C'est d'abord, personne n'a le secret, mais c'est d'abord un film qui est produit d'une façon ambitieuse, qui raconte une vraie histoire et qui a des bons acteurs. Enfin voilà, c'est des formules un peu simples, ce que je suis en train de dire. C'est donc un film qui sort pas toutes les semaines? Non.
mais qui peut sortir. Nous, ce dont on a besoin dans le cinéma, pour être clair avec vous, c'est qu'on a besoin d'une forme de continuité. C'est-à-dire un spectateur de cinéma, quelqu'un qui va voir un bon film, va revenir au cinéma dans les semaines ou dans les mois qui vont suivre. Si on le perd parce qu'on lui fait un truc au mois de décembre et qu'il n'y a plus rien en janvier, février, on va avoir un mal fou à aller le rattraper. D'accord ? Donc ce qui est important pour nous dans l'exploitation cinématographique, c'est qu'il y ait une espèce de continuité des films et que les films arrivent. Vous savez, on parle toujours de la concentration des films au mauvais moment ou concentrés uniquement tout au long de l'année. Si vous avez une continuité d'une offre satisfaisante, la demande va suivre. Justement, on parlait de programmation. Alors là, il y a par exemple Avatar, Ernest et Célestine, Black Panther, même peut-être Le Parfum Vert de Nicolas Pariset. Une programmation qui se partage d'une génération à l'autre, qui va plaire autant aux parents qu'aux enfants. Est-ce que c'est ça peut-être l'idée, la solution qui va marcher? Enfin, une sorte de cinéma un peu zone de chalandise, quoi, comme on appelle les espaces dans le cinéma où on peut acheter du popcorn et des boissons. Ben, il y a C'est plusieurs peut-être ça, la cinémas, il y a programmation de plusieurs Noël. cinémas qui coexistent, il y a plusieurs films, la diversité du public et la diversité de l'offre en film, elle a toujours été très forte en France, entre le cinéma d'art et d'essai, un peu exigeant, le grand cinéma populaire, quand on allait sur les Champs-Élysées, voir la grande sortie, ça s'est toujours partagé comme ça. Le public français est un public assez diversifié dans sa volonté de voir des films, et j'apprécie autant, moi, voir un film à grand spectacle comme Avatar qu'un film Bien sûr. pointu, plus exigeant, et peut-être aussi que je vais pas dans la même salle pour voir ce genre de film-là. C'est vrai que les grands groupes ou le Grand Rex demandent des films, voilà, à grand spectacle, où on a envie d'avoir plein les yeux, ce qui demande de gros budgets en général pour ces films-là. Donc, on n'a pas tout le temps. Mais on a un public extrêmement intelligent en France. Je ne dis pas ça pour flatter les gens qui nous écoutent, mais on a la chance d'avoir un public exigeant et intelligent et qui ne s'y trompe pas trop, qui fait des succès parfois surprenants à des films. Prenons l'exemple, voilà, vraiment, il y a des exemples récents de films qui ont eu un succès incroyable. Je pense Le Caire, le film qui vient de sortir. Ouais, Le Caire, l'Innocent aussi. Oui, Innocent. Innocent, oui. Voilà, donc on a un public qui est très, très intelligent, qui sait s'y retrouver dans les propositions. Et il n'est pas venu l'année dernière parce que les propositions n'étaient pas très bonnes. Et la position de Jérôme Séonus, c'est de dire faisons des grandes salles premium, des belles salles, et produisons des bons films à grand spectacle, parce que ce sont des éléments qui tirent la fréquentation cinématographique. Mais la salle premium, la grande salle, la belle salle, c'est aussi peut-être la salle qui pourrait ressembler à une forme de parc d'attractions. Enfin, que peut la salle de cinéma aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas arrivé au... Moi, je suis venu au Grand Rex voir Avatar en début de semaine dernière. C'est vrai que c'était magnifique, avec ce grand écran énorme, en 3D. C'est la vraie communion, parce que je sais pas exactement combien on était. On était beaucoup à regarder cet Tout à fait. écran. Ouais. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de l'ordre de un peu de l'attraction. Il y a la communion, mais il y a aussi l'attraction. Alors à chaque Toutes fois les qu'on a- salles, elles peuvent pas être comme le Grand Rex. Non, elles ne peuvent pas. Mais d'abord, à chaque fois qu'on a essayé de trouver l'attraction, alors il ne faut pas confondre l'attraction et l'attractivité, c'est deux Oui. notions totalement différentes. Chaque fois qu'on a essayé de faire des trucs un peu en périphérie de la salle, c'est des éléments d'attraction, un peu comme la fête foraine, ça a été un désastre, hein, ça ne marche pas du tout. Les gens viennent au cinéma pour voir un film. Alors on peut leur offrir un certain nombre de choses autour du film, mais c'est un domaine assez restreint en fait. On dit en termes marketing que l'acte de venir au cinéma, c'est un acte monovalent. Vous venez, vous voulez vous asseoir, vous acceptez d'acheter un peu de coca et du popcorn, mais vous n'allez pas, même les produits dérivés du cinéma, c'est rare que ça vous intéresse, vous irez peut-être les acheter à la boutique d'à côté, mais quand vous venez voir votre film, vous venez voir votre film. Ce que je veux dire, ça, l'attraction, enfin le côté un peu comme ça, ce que vous disiez, n'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est l'attractivité. L'attractivité, elle tient à deux choses essentielles. Aux gens capables de s'occuper de la salle. Vous pouvez être en province, dans une petite ville complètement perdue, avoir une salle de 150 places. Si vous avez le directeur de la salle qui est là, qui s'en occupe, qui va organiser des débats, faire venir des réalisateurs, des comédiens, même si ce n'est pas les comédiens du film, même si c'est des gens qui viennent témoigner, eh bien vous allez avoir des entrées à un taux de fréquentation qui est absolument génial. Il y avait une salle à Paris qui s'appelait le Balzac, son directeur s'appelait Spolensky, on le connaît nous dans notre métier, et ben le Balzac, envers et contre toutes les entrées des Champs-Élysées qui s'écroulent, était le seul à résister parce qu'il était là tous les jours, tous les soirs. Et nous, au Rex, si vous voulez, pour prendre notre exemple, on est là tous les jours et tous les soirs. C'est à l'échelle de la France, à l'échelle nationale, que la question se pose, et je peux vous assurer qu'il y a des endroits et des salles, vous le savez, qui sont perdus dans des villes et qui font beaucoup plus d'entrées que les multiplexes de certaines zones.
Et alors, est-ce qu'on peut peut-être se parler d'argent alors? Parler un peu des sous? Ça coûte combien une place de cinéma au Grand Rex? Bah, le prix moyen, enfin chez nous, et c'est un peu moins cher d'ailleurs que partout, mais le prix moyen national il est à 7,40 €, d'accord? Donc c'est pas très cher. Non. Et nous au Rex, si vous prenez des cartes permanentes, vous êtes aux alentours des 5 €, comme dans les grands circuits. Ça veut dire que c'est probablement un des loisirs les moins chers possibles de tout ce qui existe en France. Bon, alors il y a eu quelques réactions de comédiens d'ailleurs qui feraient bien de baisser leur cachet peut-être, plutôt que de parler du prix des places de cinéma en disant que c'était trop cher. C'est absolument ridicule. Tous les gens, et particulièrement les jeunes qui fréquentent les salles de cinéma, savent que pour 5 €, ils vont aller voir un film. Et puis il y a la carte jeune qui a été mise en place et qui s'avère un vrai succès sur la branche du cinéma. Je veux dire, je crois que, bien entendu, il y a toujours des gens qui auront des difficultés financières et nous, on fait des efforts. Par exemple, à Noël, on accueille des tas de gens dans des conditions encore plus favorables que celles que je viens d'évoquer. On fait des efforts et je pense que pour conquérir des publics, l'important, c'est que les jeunes aillent au cinéma. Et ma voisine, c'est son rôle, c'est de former justement les enfants à aller au cinéma, à comprendre ce que c'est qu'une image et à décrypter. Absolument. Anne Gourdet-Marès, vous êtes responsable des jeunes publics et des appareils à la Fondation Jérôme Sédou. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme atelier à ce jeune public? Alors, à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, on propose beaucoup d'ateliers qui sont en lien avec un peu l'histoire de Pathé, notamment surtout avec Pathé. C'était quand même une industrie, 2 usines qui fabriquaient la pellicule, qui ont inventé plusieurs formats, qui ont inventé, donc voilà, notamment aussi l'exploitation du cinéma en ruralité avec le Pathé rural, le Pathé Baby, dont on fête le centenaire, qui est justement l'invention de la pratique du cinéma chez soi, du fait peut-être qu'aujourd'hui on regarde des films à la maison, peut-être que ça a puisé ses origines dans ce petit appareil et cette pellicule que fabriquait Pathé à Vincennes et à l'usine de Vincennes et à Joinville-le-Pont. Et c'est aussi, voilà, dans ces ateliers, c'est montrer cette histoire aux enfants que pour faire pour faire des films et pour en voir, il y avait toute une industrie derrière qui reposait sur la fabrication de cette matière pellicule. Et donc voilà, il y a beaucoup d'ateliers autour là de cette explication-là, et toutes nos séances finissent par une séance de ciné-concert dans la salle de cinéma, dans la salle Charles Pathé à la Fondation, où ils voient des vieux films qui ont plus de 100 ans, des films qu'on montrait dans les fêtes foraines. Oui, c'est ça, le cinéma, c'est ça. Premier lieu d'exploitation. C'était ces forains qui venaient dans les villes, voilà, dans les villes. Qui était vraiment une attraction, au même titre que d'autres attractions. Voilà, les séances duraient une demi-heure, pas plus, et la musique était improvisée. Alors dans les fêtes foraines, c'était souvent soit à l'orgue, un petit limonaire, ou au piano. Il y avait du boniment, et c'est ce qu'on recrée à la Fondation avec ce catalogue de films avant Charlot, avant Buster Keaton, avant Harold Lloyd. C'est aussi, donc voilà, on sensibilise un peu ce public au spectacle cinématographique comme ça l'était avant, et au plaisir de voir des films dans une salle de cinéma. Et est-ce que cette formation express, justement, ça accentue leur intérêt et leur amour du cinéma? Moi, je pose toujours la question aux enfants avant de commencer. Voilà, pour eux, c'est quoi le cinéma? Et quand même, le cinéma s'apparente à aller dans une salle. Ils font quand même la différence, et ils me disent encore qu'ils préfèrent aller voir des films en salle. Et je leur demande pourquoi, parce que ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, c'est la raison, c'est pas le fait de dire oui ou non. Et c'est quand même, c'est l'écran géant, le fait qu'on soit dans le noir, le fait qu'on soit un spectateur actif et qu'on ne subit pas l'image comme dans son salon. En fait, même si on choisit dans son salon le film qu'on va voir, on est beaucoup plus passif que quand on va dans une salle de cinéma, et quelque part on paye sa place et on a une démarche active d'aller voir un film, de se mettre en condition pour aller voir un film. Et ce qu'on recherche, et ce que recherchent les enfants, c'est quand même les meilleures conditions pour rentrer dans l'histoire. Et l'élément principal quand même dans la salle de cinéma, c'est l'écran. Et oui, la salle de cinéma, expérience exceptionnelle, comme celle qu'on peut vivre quand on va au Grand Rex. Bruno Blancard, un cinéma qui régale ses spectateurs depuis 90 ans, et une aventure qui débute en septembre 1931. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de votre cinéma? Ah oui, bien sûr. Création de la salle par un garçon fou et fabuleux, et probablement un précurseur, qui s'appelle Jacques Haïk, qui a été le premier importateur des films de Charlie Chaplin en France.
Et c'est à cette occasion qu'il a inventé le nom de Charlot, puisqu'en fait, voilà, c'est lui qui crée Charlot, il crée le Grand Rex. C'est sur un angle du boulevard Poissonnière, devant lequel le propriétaire à l'époque des Galeries Lafayette passait en voiture. Son chauffeur le faisait passer tous les matins. Et il avait une seule crainte, ce propriétaire des Galeries Lafayette, c'est qu'il y a un concurrent des Galeries Lafayette s'installe. Donc il accepte la proposition folle de Jacques Haïk de créer le Grand Rex, donc une salle de cinéma qui est rapidement construite. C'est un système, c'est construit, si vous voulez, savez, un peu comme les halles de Baltard, c'est-à-dire qu'en fait il y a une structure métallique et puis le reste c'est du décor en forme de staff qui est mis en place. Inauguration le 8 décembre 1932. Malheureusement, Jacques Haïk ne survivra pas, enfin fera faillite dans ses affaires dans les années suivantes et donc ne pourra pas survivre et suivre l'aventure du Rex qui évolue dans le temps, qui passe à un moment donné chez Pathé, pas la fondation ni les propriétaires aujourd'hui de Pathé, mais c'est entre les mains d'un Pathé, jusqu'à la guerre, pour simplifier, de 40, où le cinéma est réquisitionné par l'armée allemande et devient ce qu'on appelle le Soldatenkino, c'est-à-dire que ses propriétaires sont exclus, et puis c'est les équipes, enfin c'est les armées qui viennent voir des films de propagande, des films pro-allemands. La résistance envisage de faire sauter le Rex, parce que 3000 soldats dans une salle, c'était tout de même intéressant comme acte de terrorisme, mais Dieu merci pour la salle. Voilà. Quentin Tarantino. Ouais. Ils ne réussissent pas, ou à tout le moins, ils décident de changer leur plan, ce qui fait que le Grand Rex survit à cette époque. Il est récupéré par la famille Hellman après-guerre, et il va évoluer au gré du temps et avoir différentes étapes de sa vie jusqu'à ce 90e anniversaire où on a refait l'intégralité de la façade. Ouais. Et on est reparti, on a retrouvé grâce à nos architectes. Au départ, on voulait faire un ravalement, très simple. On voulait ravaler la façade parce qu'elle était en mauvais état. Et les architectes qui étaient en charge de ce ravalement sont venus vers nous avec un air un peu penaud, en nous disant tout de même, on a retrouvé des documents d'époque et je crois qu'on va pouvoir retrouver la couleur d'origine. Ce qui était très surprenant parce que 1932, il y avait des photos en noir et blanc. La couleur n'existait pas ni dans le cinéma ni dans les photographies. Donc ils ont fait ce qu'on appelle une stratigraphie, c'est-à-dire ils ont gratté la façade jusqu'à retrouver la première couche de peinture. Et à la surprise générale, la première couche de peinture n'était pas celle qu'on pensait. Elle n'était pas rouge ou les codes classiques du cinéma. Elle était blanche ivoire. Ce qui fait qu'on est revenu, ce qui est un acte assez courageux de notre part, on est revenu à cette couleur initiale un peu vierge, du blanc ivoire. Chic. C'est très beau d'ailleurs. Ouais, c'est beau, ça a donné une espèce d'ampleur incroyable au bâtiment. Et les lettres qui étaient rouges, historiquement, il y a les 3 lettres Rex qui étaient rouges depuis les années 70, eh bien, à l'origine, elles étaient dorées. Donc nous les avons reconstitués en doré. La tourelle, avec les 3 lettres Rex, qui est la première à s'allumer dans Paris aux alentours des 17h, nous l'avons remise en état. C'est une affaire d'état, parce que c'était un mécanisme qui datait de 32. Il y en avait pour 750 kilos de structure qui ne fonctionnait plus. On l'a donc, avec les pompiers, avec des échelles monumentales, on l'a sortie du toit du Rex et on y a mis un mécanisme nouveau, ce qui fait qu'elle tourne, enfin, on pourrait dire, et pourtant, elle tourne à nouveau dans Paris à partir de 18h. Parfait. Et dans la salle, on n'a pas parlé de la salle, parce que je suis aussi aperçu de ça en venant au cinéma. Ce décor très beau, qui est comme une espèce d'intérieur-extérieur. Absolument. On regarde un film à l'intérieur, mais c'est comme si on était à l'extérieur. Alors, vous savez, on raconte toujours une petite histoire, mais qui est tout à fait authentique. C'est qu'il y a quelques années, moi, j'étais pas là, il y a une dame qui est venue voir la caissière du cinéma en disant écoutez, le cinéma, il est formidable, il y fait un peu froid, est-ce que vous ne pourriez pas y mettre un toit? Voilà. Donc, c'était la preuve que cette voûte étoilée avec les étoiles, si vous voulez, est un décor, ce qu'on appelle une salle atmosphérique, en fait. Ouais. Et vous avez un décor complètement bigarré, avec des éléments un peu qui racontent l'histoire de l'Égypte. Vous avez des statues grecques, il y a Minerve, vous avez par moments une impression un petit balconnet, comme on trouve à Séville. Donc vous avez cette espèce de méli-mélo de l'architecture qui est protégée, qui est classée à l'inventaire des monuments historiques, qui a été inventée pour faire rêver les gens, pour que le spectacle commence dès l'arrivée, avec cette arche monumentale que vous avez vue, donc, et puis ces écrans, cette modernité, bon, c'est l'élément clé, c'est-à-dire que, vous savez, je vous raconte encore l'histoire, mais il y a quelques années, j'avais Eddie Mitchell qui était venu me voir en me disant « J'aimerais bien tourner la dernière séance, la série qui faisait hebdomadaire, de cinéma. » Et je lui ai dit jamais au Grand Rex. On va pas faire une émission de télévision qui s'appelle La dernière séance au Grand Rex. Allez la tourner ailleurs. Il l'avait tournée en périphérie de Paris. Au Trianon, à Romainville. À Romainville, exactement, dans une très, très, très jolie salle années 50. Mais nous, c'est tout sauf la dernière séance. C'est la première séance. Il faut qu'on se réinvente constamment. Et les réseaux sociaux sont vachement utiles pour ça. Parce qu'en fait, ils nous donnent des indications. Les internautes, si vous voulez, nous écrivent, nous donnent des conseils, nous disent « Ah, ça, c'était génial. Ça, c'était vraiment pas bien. Ça, on aime
ceci ou cela, et on essaye d'être au goût du moderne. Plus on est ancien et plus il faut être au goût du moderne et de la modernité. Et je me réjouis à cette occasion qu'en 2024, le groupe Pathé va inaugurer une salle de cinéma un peu plus loin sur les grands boulevards, qui s'appellera donc le Pathé Palace, qui reprend un peu le nom de l'appellation du Gaumont Palace qui a disparu et qui ouvrira en 2024. Donc ça va être formidable. Ça veut dire que le centre cinématographique, Métro Opéra, sur le boulevard des Italiens. C'était en fait l'ancien Paramount. Oui, c'est ça. C'était la première grande salle américaine, le premier cinéma un peu à l'américaine. Qui a été construit en France ouverture en 1927, et qui a porté l'air conditionné, les attractions. Oui, le cinéma à l'américaine, c'est ça, c'est le gros fauteuil, c'est même des fauteuils un peu individuels, ce que fait beaucoup Pathé aussi beaucoup, je crois. Les fauteuils, ça a toujours été individuel. Non, je veux dire, vous voyez un peu les gros fauteuils un peu premium. Oui, les fauteuils club, un peu. Oui. C'était la recherche du confort. C'est vrai qu'il y a toujours eu deux styles de salles de cinéma, la salle de quartier, un peu dans les quartiers ouvriers, un peu rudimentaire, et puis les temples cinématographiques avec la recherche du confort, qui étaient des salles qui étaient à plus de 1000 places. Imaginez-vous, les cinémas, on a 2800 places. 2800 places. Et il y avait plusieurs catégories de prix. Oui. Il y avait des prix orchestre, des prix balcon à l'époque. Personne ne criait au scandale, je veux vous dire. Donc, suivant les moyens qu'on avait, on a... Comme au théâtre. Comme au théâtre, exactement. Je voulais vous demander à quoi va ressembler cette salle de cinéma. On a parlé du cinéma il y a 20 ans. Dans 20 ans, est-ce que vous l'imaginez comment, cette salle de cinéma? La future, moi, je serais bien incapable. C'est pas à moi de répondre à cette question. Du moment qu'il y a un grand écran, je pense que c'est peut-être le plus important. Après, je peux pas vous répondre. Moi, je pense que, si vous voulez, on a particulièrement en France, parce qu'il y a malheureusement des pays européens, comme vous le savez, l'Angleterre ou l'Italie, qui ont perdu la majorité de leurs salles de cinéma. Je pense que les multiplex ont été une séquence importante de renouveau du genre, avec les cartes illimitées qui ont été mises en place. Mais je pense qu'on a un métier extraordinaire et très, très soutenu par l'État et le CNC. Et le mécanisme, si vous voulez, d'autofinancement nous permet de suivre des évolutions. Je vous donne un exemple. L'avenir à court terme, ça va être des projections, non plus en numérique, mais à laser. Nous avons des appareils de projection qui vont donner une image incroyable de qualité, de luminosité, puisque ce sont des projecteurs laser qui vont être installés. Eh bien, il est vraisemblable, si vous voulez, dans les quelques années à venir, que l'ensemble des cinémas de France vont être équipés en projecteurs laser. À chaque fois, c'est un élément de modernité, que ce soit le son ou l'image, tout s'améliore. Encore une fois, moi, je maintiens ma position. Je pense que l'essentiel, c'est, comme disait Godard, il faut que l'écran soit au-dessus de vous, que vous le regardiez vers le haut, et que les conditions technologiques soient les meilleures possibles. Et l'image suivra. Ça, c'est vrai. Non, oui, tout à fait. Super. Rapidement, vraiment, en une minute, qu'est-ce qu'on peut venir découvrir au Grand Rex cette semaine, et puis chez Pathé? Moi, nous, on surfe sur Avatar, c'est la fin de l'année, plus le dessin animé de Noël avec la Féerie des eaux. Ça, c'est une attraction qui précède chaque séance et qui est magnifique et qui ne vieillit pas. Et puis, dans quelques temps, pour parler de Pathé, je veux dire, l'année prochaine, on attend beaucoup les Trois Mousquetaires, qui va être un événement majeur. Et Astérix Martin Bourboulon. Exactement, Bourboulon. Et Astérix Obélix, pour parler de 2 films français extraordinaires. Et puis, en fin d'année prochaine, il y aura Star Wars, les sagas qui vont revenir, en fait. À vous la parole. Alors nous, dans un autre registre, à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, à partir du 28 décembre, on va attaquer un cycle L'amour fou, sur la thématique de l'amour fou, donc cycle de films. On va pouvoir avec Godard au moins dedans. Avec Godard en moins, forcément. Mais il y aura Béoula, Shiraz, l'Aurore de Murnau, tous ces grands films où on meurt d'amour, où l'amour transcende les émotions et les sentiments, et bien sûr accompagner toutes les séances accompagnées au piano. Je te regarde pousser, sonne un peu de travers, on dirait tu n'as pas l'air en forme de ce qu'il faudrait, my girl. Maintenant je te vois, my girl, je te connais déjà, my girl, je danserai avec toi, my girl, my girl. Je te regarde danser, mon cœur une étoile tissée, dans le mauvais corps, j'imagine un tuteur. À tort, si le vent veut te transformer en fleur.
Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai avec toi, my girl, my girl, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai avec toi, my girl, my girl. My girl, maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai avec toi, my girl, my girl. C'était les Girls, Laura KN et Pyjama et leur titre My Girl, extrait de l'EP des filles. Laura KN sera en concert le 9 février prochain au Trianon à Paris et Pyjama partagera la scène avec André Manoukian le 25 janvier à Cergy. Merci beaucoup Anne Gourdet-Marès, vous êtes responsable des jeunes publics et des appareils à la Fondation Jérôme Sédou Pathé. Merci beaucoup Bruno Blancard, vous êtes directeur général du Grand Rex, une salle qui fête ses 90 ans. Bienvenue au club, c'est fini pour aujourd'hui. Et bienvenue au club, c'est Henri Leblanc, Laura Dutèche-Pérez et Joseph Julien. Réalisation Colin Gruel et à la technique aujourd'hui, Étienne Rouche.